Bienvenue sur les histoires vraies de Mélanie. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau récit hors du commun. Avant de plonger ensemble dans l'incroyable destinée d'aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos découvertes. Si cette histoire vous touche ou si vous avez des suggestions pour améliorer nos prochains épisodes, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Votre avis est précieux pour faire grandir cette communauté de passionnés de faits réels. Installez-vous confortablement. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente écoute. L'histoire que je vais vous raconter est celle d'un homme dont l'existence fut une énigme, une quête acharnée et finalement une révélation bouleversante. C'est le récit de Marc Liblin, un homme né au cœur des Vosges dont le destin, tissé de mystère et de résilience, fut inextricablement lié à une langue inconnue, murmurée dans ses rêves, et à une île lointaine, presque mythique, perdue au milieu de l'immensité du Pacifique. Nous sommes à la fin des années 1940, dans une petite commune vosgienne où le rythme de vie est dicté par le travail acharné et les traditions ancestrales. Marc Liblin voit le jour dans ce cadre modeste mais solide, au sein d'une famille dont l'histoire est indissociable de la fonderie locale. Le destin du jeune Marc semble tout tracé. Reprendre l'affaire familiale, s'inscrire dans la lignée de ses pères et mener une existence tranquille, prévisible, à l'image de celle de ses parents et grands-parents. Une vie sans heurts, ancrée dans la terre et le labeur, où les horizons sont clairs et les chemins balisés. Mais cette trajectoire, si limpide en apparence, allait être déviée, brisée, puis reconstruite par une force insoupçonnée, surgie des profondeurs de son propre esprit. Dès l'âge de 6 ans, les nuits de Marc deviennent le théâtre d'événements extraordinaires, des rêves d'une intensité et d'une persistance inouïes. Ce ne sont pas les songes innocents de l'enfance, mais des visions récurrentes, presque des leçons nocturnes, où un vieil homme à la sagesse ancestrale lui parle. Non pas en français, ni en patois vosgien, mais dans une langue totalement étrangère, aux sonorités gutturales et chantantes, rythmées par des intonations mélodieuses et des cadences inattendues. Marc, enfant, ne comprend pas le sens des mots, mais son esprit, tel une éponge, absorbe la phonétique, la grammaire implicite, la musique de cette langue mystérieuse. Nuit après nuit, il apprend, il répète, il intègre, sans jamais avoir conscience de ce qu'il assimile. Ses rêves ne sont pas de simples fantaisies nocturnes. Ils sont d'une telle vivacité qu'ils le laissent épuisé au réveil, le corps lourd et l'esprit hanté par ces mots et ces phrases qu'il ne peut s'empêcher de retranscrire. Dans le secret de sa chambre, il remplit des carnets entiers de signes étranges, de syllabes retranscrites phonétiquement, de dessins qui tentent de capter l'essence de ses visions. Il espère, avec l'innocence et la détermination de l'enfance, qu'un jour, quelqu'un pourra percer le secret de ce langage qui le possède. Cette langue inconnue devient une partie intégrante de son être, une obsession silencieuse qui le distingue, le sépare du monde familier qui l'entoure. Le jeune Marc grandit avec ce fardeau, cette singularité qui le rend différent. Il tente parfois d'en parler, de partager ses sons étranges avec ses parents, ses amis. Mais l'incompréhension est totale. Ses parents, des gens pragmatiques et ancrés dans la réalité de leur fonderie, s'inquiètent. Ils consultent des médecins, des spécialistes. À l'époque, dans les années 50, la psychologie infantile est balbutiante et les explications sont rares. On évoque le stress, l'imagination débordante, peut-être même des troubles du sommeil. On lui prescrit des calmants, des remèdes de bonne femme, mais rien n'y fait. Les rêves persistent, la langue s'affine en lui, devenant de plus en plus fluide, de plus en plus naturelle. Marc, enfant, puis adolescent, apprend à dissimuler cette part de lui-même, à vivre avec ce secret qui le rend unique et terriblement seul. Ses proches, ne comprenant pas la profondeur de son expérience, le considèrent comme fantasque, un peu rêveur, parfois même un peu fou. Cette incompréhension crée une distance, un fossé invisible entre Marc et sa famille.
Il se sent isolé, un étranger dans son propre foyer. Le poids de cette solitude est immense, d'autant plus que la société de l'époque, moins ouverte aux singularités, pouvait percevoir de telles manifestations comme des signes de déséquilibre. Comme le racontera plus tard sa nièce, Marie Liblin, une telle histoire dans les années 1970 pouvait même faire peur. À l'âge adulte, Marc est un homme d'apparence ordinaire. Une calvitie naissante, des lunettes qui lui donnent un air studieux, une silhouette qui ne se distingue pas dans la foule. Il travaille à la fonderie familiale, un métier exigeant, physique, qui le maintient ancré dans une réalité concrète. Mais sous cette façade de normalité, son esprit est ailleurs, constamment absorbé par cette quête linguistique. Chaque nuit, il retourne dans ce monde onirique, où le vieil homme lui transmet son savoir, où la langue inconnue prend tout son sens. Chaque jour, il se réveille avec le désir ardent de comprendre, de donner un nom à cette langue qui le possède. Son mariage, comme sa vie professionnelle, est marqué par cette obsession silencieuse. Sa femme, bien qu'aimante, ne peut comprendre cette part de lui-même. Les carnets remplis de signes étranges, les murmures nocturnes dans une langue inconnue. Tout cela crée une distance, une incompréhension grandissante. Le couple s'éloigne, les non-dits s'accumulent. Marc est un homme tiraillé entre deux mondes, la réalité tangible de sa vie vosgienne et le monde éthéré de ses rêves, où il est un locuteur accompli d'une langue que personne d'autre ne semble connaître. Il consulte des linguistes réputés, des professeurs d'université, des chercheurs en langues anciennes. Il se rend à Paris, à la Sorbonne, frappant à toutes les portes, espérant trouver une oreille attentive, un esprit capable de déchiffrer son mystère. Mais tous restent perplexes. Les enregistrements de sa voix, les transcriptions phonétiques de ses carnets sont analysés, décortiqués, comparés à des milliers de langues connues, mortes ou vivantes. Aucune ne correspond. On évoque des hypothèses audacieuses, une langue mère éteinte, un idiome proto-indo-européen, des langues rares comme l'araméen ou le vieux tibétain, des théories fascinantes, mais aucune ne mène à une véritable explication, à une reconnaissance formelle de cette langue qui est devenue sa seconde nature. Le sentiment d'isolement de Marc est immense. Il est seul avec sa langue, seul avec ses rêves, seul avec cette certitude intime que ce qu'il vit est réel, malgré l'incrédulité du monde exterjo. Cette solitude le ronge, le pousse aux limites de l'endurance. Il se sent comme un explorateur sans carte, un linguiste sans dictionnaire, un homme sans patrie linguistique. La fonderie familiale, qui était censée être son héritage, devient une prison. La vie qu'on lui a tracée ne correspond plus à l'homme qu'il est devenu, un homme habité par un mystère plus grand que lui. C'est alors que Marc prend une décision radicale, une décision qui va bouleverser sa vie et celle de sa famille. Il décide de tout quitter, sa femme, ses enfants, son emploi, sa vie dans les Vosges. Il part, sans destination précise, avec pour seule boussole cette langue inconnue qui le guide. Il erre à travers la France, de ville en ville, de port en port, espérant que le brassage des cultures, la rencontre avec des marins, des voyageurs, des exilés, lui apporterait enfin une réponse. Il fait des petits boulots, vit de peu, parfois même contraint de faire les poubelles des restaurants pour survivre. Mais sa détermination est inébranlable. Il est prêt à tout pour percer le secret de ses rêves, pour donner un nom à cette langue qui est devenue sa raison d'être. Son errance le mène finalement vers l'ouest, vers la Bretagne, terre de légendes et de mystères, où le vent de l'océan semble porter des voix venues d'ailleurs. C'est là, dans un bar de Rennes, que le destin, enfin, va lui tendre la main. L'errance de Marc à travers la France fut une période de profonde solitude et de désespoir croissant. Chaque ville traversée, chaque visage rencontré, chaque conversation écoutée ne faisait qu'accentuer son sentiment d'étrangeté. Il cherchait un écho, une reconnaissance, un signe que cette langue qui habitait ses nuits n'était pas le fruit d'une folie naissante.
Il travaillait dans des usines, sur des chantiers, dans des fermes, des emplois éphémères qui lui permettaient de subsister, mais ne nourrissaient en rien son âme tourmentée. Les nuits étaient toujours les mêmes, peuplées de la voix du vieil homme, des mots de cette langue inconnue qui devenaient de plus en plus clairs, de plus en plus exigeants. Il se sentait comme un réceptacle, un instrument, mais pour quelle symphonie, pour quel message? Son premier mariage, déjà fragilisé par son obsession, ne survécut pas à cette fuite. Sa femme, épuisée par son absence, par son détachement, par ce mystère qu'il ne pouvait ni expliquer ni partager, finit par demander le divorce. La perte de ses enfants fut un coup terrible, une blessure profonde qui s'ajouta à son isolement. Il était désormais seul, véritablement seul, avec pour seule compagnie cette langue qui était à la fois sa malédiction et sa raison d'être. Il se sentait coupable, mais incapable de renoncer à cette quête. C'était comme une force primale, un appel irrépressible qui le poussait toujours plus loin, toujours plus à l'ouest. C'est ainsi qu'il arriva à Rennes, une ville étudiante et vibrante, mais qui pour Marc n'était qu'une étape de plus dans son pèlerinage. Il trouva un petit logement modeste, un travail intérimaire qui lui permettait de manger et de dormir. Ses journées étaient grises, ses nuits intenses. Il continuait à remplir ses carnets, à perfectionner sa prononciation, à essayer de comprendre la logique interne de cette langue. Il passait des heures dans les bibliothèques universitaires, consultant des ouvrages de linguistique comparée, d'anthropologie, d'histoire des langues. Il se sentait comme un détective, un archéologue, fouillant les vestiges d'une civilisation perdue, dont il était le seul témoin. Un jour, alors qu'il fouillait les poubelles d'un restaurant universitaire, une pratique qu'il avait adoptée par nécessité, il fut interpellé par un professeur. Ce dernier, intrigué par l'allure singulière de Marc, par ses yeux fiévreux et son air à la fois cultivé et désemparé, engagea la conversation. Marc finit par lui confier une partie de son histoire, le mystère de cette langue qui le hantait. Le professeur, loin de le prendre pour un fou, fut fasciné. Il avait entendu parler de cas similaires, de langues oubliées qui ressurgissaient parfois dans des contextes inattendus. Il mit Marc en contact avec l'association Réalité Scientifique Chercheurs Expérimentalistes, ou ARSCE, un groupe de chercheurs pluridisciplinaires composé de linguistes, de neurologues, d'anthropologues qui s'intéressaient aux phénomènes inexpliqués. Ce fut une lueur d'espoir dans l'obscurité de sa vie. Pour la première fois depuis des années, Marc se sentit écouté, pris au sérieux. Les chercheurs de l'ARSCE, menés par une linguiste passionnée, le soumirent à une batterie de tests. Ils enregistrèrent sa voix, analysèrent les sons, les structures grammaticales, les intonations. Ils lui firent passer des examens neurologiques, cherchant une explication physiologique à ce phénomène. Marc coopéra avec une ferveur inouïe. Enfin la possibilité de comprendre, de donner un sens à son existence. Les résultats furent à la fois encourageants et frustrants. Les neurologues ne trouvèrent aucune anomalie cérébrale. Marc était sain d'esprit. Les linguistes, quant à eux, confirmèrent l'originalité de la langue. Elle ne correspondait à aucune des langues connues, ni vivantes, ni mortes. Ils explorèrent toutes les pistes imaginables. L'araméen, le vieux tibétain, des dialectes africains oubliés, des langues amérindiennes. Chaque fois, l'espoir montait, puis retombait. La langue de Marc était unique, un isolat linguistique, un mystère insondable. La frustration était palpable, mais la détermination des chercheurs, et surtout celle de Marc, ne faiblissait pas. Ils étaient convaincus qu'il y avait une explication, quelque part, au bout du monde. C'est dans ce contexte de recherche intense mais infructueuse que se déroula la scène du bar L'Aquarium. Marc, épuisé par les tests, par les espoirs déçus, cherchait un peu de réconfort dans l'anonymat d'un verre. Il laissa échapper quelques mots de sa langue, ces mots qui étaient devenus sa seconde nature.
Le barman, un homme au grand cœur, l'interpella, non pas avec moquerie, mais avec une curiosité sincère. Et c'est là, dans ce lieu improbable, que le destin de Mark bascula. Le barman, en évoquant son ex-femme Meretwini Mackay, originaire de Rapa-Iti, une petite île polynésienne, prononça les mots qui allaient changer la vie de Mark à jamais. Rapa-Iti, le nom résonna en lui comme une mélodie oubliée, une réminiscence lointaine. C'était là, il le savait, que se trouvait la clé de son mystère. C'était là que ses rêves l'avaient toujours mené. Le lendemain, Mark se rendit à l'adresse que le barman lui avait donnée. Devant la porte d'un modeste appartement HLM, il hésita. Des années de déception, de rejet, de solitude pesaient sur ses épaules. Et si c'était encore une fausse piste? Et si cette femme ne comprenait pas? Il prit une profonde inspiration et frappa. La porte s'ouvrit sur Meretwini, une femme au regard doux mais perçant qui dégageait une force tranquille. Elle le regarda avec méfiance, habituée au regard curieux des métropolitains. Mark, paralysé par l'émotion, ne put prononcer un mot en français. Il ferma les yeux et laissa les mots de ses rêves affluer, ces mots qu'il avait appris dans l'obscurité de ses nuits. Ea Teuru, Ovaito Oeyoa. Le choc fut immédiat, palpable. Meretwini écarquilla les yeux, stupéfaite. Elle lâcha la poignée de la porte, le souffle coupé. Elle reconnut cette langue, le vieux Rapa, un idiome ancestral, presque oublié, parlé par seulement quelques centaines de personnes sur son île natale. Mais ce qui la frappa le plus, ce fut la pureté de la prononciation de Mark, la justesse de ses intonations. C'était la langue de ses ancêtres, telle qu'elle était parlée il y a un siècle. Les larmes montèrent aux yeux de Mark. Le poids de décennies d'incompréhension, de solitude, de quête acharnée s'envola d'un coup. Il avait enfin trouvé quelqu'un qui comprenait sa langue, quelqu'un qui détenait la clé de son mystère. Comment connaissez-vous cette langue ? Demanda Meretwini, la voix tremblante. Je l'ai apprise en rêvant, répondit Mark, un sourire d'incrédulité et de soulagement sur les lèvres. Cette rencontre fut le point de bascule de la vie de Mark. Les heures passèrent, Mark et Meretwini disputant sans relâche, alternant entre le français et le vieux Rapa. Elle était fascinée par la pureté de sa prononciation, par la richesse de son vocabulaire. Mark lui raconta ses rêves. Le vieil homme qui lui enseignait la langue lui parlait de l'océan, des étoiles, de la terre. Meretwini, elle, lui décrivit Rapa-Iti, son histoire, ses traditions, ses légendes. Elle lui expliqua que le vieux Rapa était une langue en voie de disparition, que peu de jeunes la parlaient encore couramment. Mark comprit alors que ses rêves n'étaient pas une folie, mais une mission, un appel à préserver un héritage linguistique et culturel menacé. Meretwini, convaincu par l'histoire incroyable de Mark, lui lança une invitation qui allait sceller son destin. « Vous devez venir à Rapa-Iti. Vous devez voir l'île de vos rêves. » Mark regarda par la fenêtre vers le ciel gris de Rennes. Un sourire naquit sur ses lèvres. « Oui, je crois que c'est là-bas que je dois être. » Les chercheurs de l'ARSCE, informés de cette découverte, furent stupéfaits. Ils avaient passé des années à chercher une explication rationnelle, scientifique, et la réponse était venue d'un barman et d'une femme polynésienne. Ils décidèrent de soutenir Mark dans son projet, finançant son billet d'avion pour Rapa-Iti. Ils voulaient comprendre, documenter, témoigner de ce phénomène unique. Mark Liblin, l'homme qui rêvait dans une langue inconnue, était sur le point de rentrer chez lui, sur l'île de ses rêves, une île qu'il n'avait jamais vue, mais qu'il connaissait intimement. Le voyage vers Rapa-Iti fut une odyssée en soi, un pont entre deux mondes, deux réalités que tout semblait opposer. Mark et Meretwini embarquèrent sur un cargo, le seul moyen de transport régulier vers cette île isolée. La traisée dura des semaines, rythmée par l'immensité de l'océan Pacifique, ses caprices et ses beautés. Pour Mark,
Chaque jour était une immersion plus profonde dans le monde de Meretwini, une préparation à la vie qui l'attendait. Elle lui racontait les légendes de Rapa-Iti, les chants des ancêtres, les coutumes de son peuple. Elle lui enseignait les nuances du vieux Rapa, lui expliquant les subtilités que même ses rêves n'avaient pu lui révéler. Marc, lui, partageait ses propres doutes, ses peurs, mais aussi l'excitation grandissante de toucher enfin du doigt la source de son mystère. Les chercheurs de la RSCE, restés en métropole, suivaient cette aventure avec un mélange d'enthousiasme scientifique et d'appréhension. Ils avaient financé ce voyage, mais savaient que le succès de leur hypothèse reposait entièrement sur l'acceptation de Marc par la communauté de Rapa-Iti. Ils avaient préparé des questionnaires, des protocoles d'observation, espérant que Marc pourrait leur fournir des données inestimables sur l'origine et l'évolution de cette langue unique. Pour eux, Marc n'était pas seulement un homme en quête de vérité, mais un sujet d'étude extraordinaire, un pont vivant vers un passé linguistique insoupçonné. Lorsque le cargo approcha enfin de Rapa-Iti, Marc fut frappé par la beauté sauvage et préservée de l'île. Des montagnes verdoyantes s'élevaient majestueusement de l'océan, leur sommet souvent enveloppé de brume, créant une atmosphère mystique. Des plages de sable noir et blanc s'étiraient le long des côtes, bordées de cocotiers. L'air était chaud et humide, imprégné des parfums de fleurs tropicales et de l'odeur salée de la mer. C'était un contraste saisissant avec la grisaille de Rennes, avec l'ambiance industrielle des Vosges. C'était l'île de ses rêves, mais en même temps, une réalité bien plus complexe et vivante que tout ce qu'il avait pu imaginer. L'arrivée au village fut un moment de tension palpable. Marc et Meretwini descendirent du bateau, accueillis par une foule silencieuse et curieuse. Les regards des habitants de Rapa-Iti étaient intenses, un mélange de méfiance, d'interrogation et d'une pointe de superstition. Les enfants se cachaient derrière les jupes de leur mère, les hommes gardaient une distance respectueuse, les anciens observaient avec une gravité particulière. Meretwini, consciente de la situation, prit la main de Marc, un geste de soutien et d'appartenance. Elle présenta Marc à sa famille, puis au chef du village, expliquant son histoire, le mystère de ses rêves, sa maîtrise du vieux Rapa. Marc, intimidé mais déterminé, s'avança vers le groupe des anciens. Il s'inclina respectueusement, comme Meretwini le lui avait enseigné, et commença à parler. Non pas en français mais dans le vieux Rapa, la langue de leurs ancêtres. Les mots qu'il prononçait étaient ceux qu'il avait appris dans ses rêves, ceux qu'il avait perfectionnés avec Meretwini. Les visages des anciens, d'abord impassibles, s'éclairèrent progressivement de surprise, puis d'une émotion profonde. Ils échangèrent des regards, des murmures. L'un d'eux, le plus âgé, s'approcha de Marc, posa une main ridée sur son épaule et prononça des mots en vieux Rapa que Meretwini traduisit pour Marc. « Tu es revenu chez toi. La langue de nos pères t'a ramené. » C'était un moment de reconnaissance, d'acceptation, mais aussi de profonde interrogation pour les insulaires. Comment ce métropolitain pouvait-il parler leur langue ancestrale avec une telle pureté, alors que même leurs propres jeunes l'avaient presque oublié? Les premiers mois furent une période d'adaptation intense pour Marc. Il dut apprendre à vivre au rythme de l'île, à comprendre ses codes sociaux, ses traditions. La vie à Rapa-Iti était simple, communautaire, loin du matérialisme et de l'individualisme de la métropole. Il participa aux activités quotidiennes, à la pêche, à la culture des terres, à la construction des maisons. Il observait, écoutait, apprenait. Il passait des heures avec les anciens, enregistrant leurs récits, leurs chants, leurs légendes, tous prononcés dans le vieux Rapa. Il découvrit que la langue qu'il avait apprise dans ses rêves était non seulement une langue, mais aussi une mémoire vivante, un dépositaire de l'histoire et de la culture de Rapa-Iti. Le vieil homme de ses rêves, il le comprit, était le gardien de cette mémoire, et Marc était devenu son héritier.
Son mariage avec Meretwini, célébré le 31 décembre 1982 selon les coutumes de l'île, scella son intégration. Il devint membre à part entière de la communauté. Grâce à un cousin de Meretwini, il obtint un poste de secrétaire de mairie, puis d'instituteur. Ce fut une révélation pour lui. Il put enfin mettre ses connaissances au service de l'île, enseignant le vieux Rapa aux enfants, transmettant l'histoire et les traditions de leurs ancêtres. Il devint un pont entre les générations, un gardien des mots, un passeur de mémoire. Il travailla sans relâche à la création d'un dictionnaire du vieux Rapa, à la transcription des chants et des légendes, à la préservation de ce patrimoine linguistique et culturel unique. Il collabora également avec les chercheurs de la RSCE, leur envoyant régulièrement ses découvertes, ses analyses, ses enregistrements. Pour eux, Marc était devenu un ethnolinguiste de terrain inestimable, un témoin privilégié d'un phénomène sans précédent. Mais la vie de Marc à Rapaïti ne fut pas exempte de défis. Certains habitants, notamment les plus jeunes, voyaient d'un mauvais œil ce métropolitain qui s'appropriait leur culture. Des jalousies, des incompréhensions surgirent. Marc dut faire preuve de patience, de diplomatie, de respect. Il comprit que son rôle n'était pas de dominer, mais de servir, de préserver, de transmettre. Il apprit à naviguer entre les traditions ancestrales et les réalités du monde moderne, entre les attentes de la communauté et les exigences de sa propre quête. Il réalisa que le mystère de ses rêves n'était pas seulement une énigme linguistique, mais aussi une leçon de vie, une invitation à l'humilité, à l'écoute, au respect de l'autre. Marc Liblin vécut sur l'île de Rapaïti jusqu'à sa mort en 1998 des suites d'un cancer. Il est enterré sur cette terre qu'il avait adoptée, aux côtés des ancêtres dont il avait appris la langue. Sa vie fut un témoignage extraordinaire de la puissance de l'esprit humain, de la résilience face à l'inconnu et de la capacité à trouver sa place, son foyer, là où le destin nous mène. Son histoire, redécouverte et documentée par Éric Viennot et Marie Liblin, reste l'une des énigmes linguistiques et humaines les plus fascinantes du XXe siècle. Elle nous interroge sur les profondeurs de l'inconscient, sur les liens invisibles qui nous unissent à notre passé et à des cultures lointaines, et sur la manière dont une langue peut être bien plus qu'un simple moyen de communication, un héritage, une identité, une âme. Marc Liblin, l'homme qui rêvait dans une langue inconnue, a trouvé sa vérité au bout du monde et a laissé derrière lui une histoire qui continue de résonner, un appel à l'exploration des mystères qui nous entourent et nous habitent. L'intégration de Marc Liblin à Rapaïti ne fut pas un chemin sans embûches, malgré l'acceptation initiale et son mariage avec Meretwini. Si la langue de ses rêves lui avait ouvert les portes de cette communauté isolée, elle lui imposait aussi une responsabilité immense et des défis quotidiens. Marc, l'homme des Vosges, devait désormais naviguer entre son passé métropolitain et son présent polynésien, entre les attentes de sa nouvelle famille et les exigences de sa propre quête. Les premiers temps furent marqués par une curiosité bienveillante, mais aussi par un certain scepticisme. Comment ce popard, ce blanc, pouvait-il parler le vieux Rapa avec une telle fluidité, alors que même les jeunes de l'île peinaient à le maîtriser? Certains anciens, gardiens jaloux de la tradition, le regardaient avec une méfiance à peine voilée. Ils craignaient que sa présence ne vienne perturber l'équilibre fragile de leur culture, que son savoir ne soit une forme d'appropriation. Marc dut faire preuve d'une humilité et d'une patience infinie. Il ne cherchait pas à imposer son savoir, mais à le partager, à le mettre au service de la communauté. Il passait des heures à écouter les récits des anciens, à apprendre les chants et les légendes, non pas comme un chercheur extérieur, mais comme un disciple respectueux. Son rôle d'instituteur fut crucial dans son acceptation. En enseignant le vieux Rapa aux enfants, il ne se contentait pas de transmettre une langue, il ravivait une flamme, reconnectait une génération à ses racines. Il utilisait des méthodes innovantes,
s'inspirant des récits oraux, des chants traditionnels, des jeux de mots. Les enfants, fascinés par ce Popa qui parlait comme leurs arrière-grands-parents, devinrent ses plus fervents élèves. Grâce à lui, le vieux Rapa, menacé de disparition, retrouva une nouvelle vitalité dans les cours de récréation et les foyers de l'île. Marc ne se contentait pas d'enseigner. Il apprenait lui-même, chaque jour, les subtilités de la culture Rapa, les liens profonds entre la langue, la terre et l'océan. Mais la vie insulaire, aussi idyllique qu'elle puisse paraître, était rude. Les ressources étaient limitées, l'isolement pesant. Marc, habitué au confort de la métropole, dut s'adapter à une existence plus simple, plus proche de la nature. Il participa aux travaux collectifs, à la pêche, à la culture du taro et de l'arbre à pain. Il apprit à réparer les pirogues, à construire des abris, à vivre en harmonie avec les éléments. Cette immersion totale fut une épreuve, mais aussi une révélation. Il découvrit une forme de sagesse ancestrale, une connexion profonde à la terre et à la mer que la civilisation moderne avait oubliée. Il comprit que la langue de ses rêves n'était pas seulement un ensemble de mots, mais une vision du monde, une philosophie de vie. Les rebondissements ne manquèrent pas. Un jour, une tempête d'une violence inouïe s'abattit sur Rapaïti, menaçant de détruire le village. Marc, grâce à ses connaissances scientifiques et à son sens pratique acquis dans la fonderie, organisa la résistance. Il renforça les habitations, sécurisa les bateaux et, avec l'aide des hommes de l'île, érigea des digues de fortune. Son courage et son ingéniosité impressionnèrent les habitants, qui virent en lui non plus seulement l'étranger mystérieux, mais un membre à part entière de leur communauté, capable de les protéger. Cet événement marqua un tournant dans son acceptation, scellant son appartenance à Rapaïti. Un autre défi majeur fut la préservation de l'histoire orale de l'île. Les anciens, dépositaires d'un savoir immense, commençaient à disparaître. Marc réalisa l'urgence de collecter leurs témoignages, leurs chants, leurs légendes, avant qu'ils ne soient perdus à jamais. Il entreprit un travail colossal, enregistrant des heures de récits, transcrivant des poèmes, dessinant des cartes généalogiques. Il collabora étroitement avec les chercheurs de la RSCE, qui lui fournirent du matériel d'enregistrement et des conseils méthodologiques. Ce projet devint sa nouvelle obsession, sa mission sacrée. Il était le pont entre le passé et le futur, le gardien du mémoire collective menacée. Cependant, cette dévotion à la préservation de la culture Rapa ne fut pas sans tension. Certains jeunes, attirés par la modernité et les sirènes du monde extérieur, ne comprenaient pas l'intérêt de ce travail. Ils aspiraient à une vie différente, loin de l'isolement de l'île. Marc dut faire face à leur indifférence, parfois même à leur hostilité. Il tenta de leur expliquer que la connaissance de leur passé était la clé de leur avenir, que leur langue était leur identité. Ce fut une lutte constante, une bataille pour l'âme de Rapaïti. Malgré ces difficultés, Marc Liblin ne renonça jamais. Il continua son travail inlassable, convaincu de l'importance de sa mission. Il publia des articles scientifiques, participa à des conférences internationales, faisant connaître l'existence de Rapaïti et la richesse de sa culture. Il devint une figure emblématique de la linguistique et de l'anthropologie, un exemple unique de l'interconnexion entre le rêve, la langue et l'identité culturelle. Son histoire inspira des documentaires, des livres et même des projets de films, bien après sa mort. Marc Liblin s'éteignit en 1998, des suites d'un cancer, sur l'île qu'il avait choisie pour foyer. Il fut enterré à Rapaïti, selon les coutumes locales, sa tombe faisant face à l'océan, comme un éternel gardien des mots et des mémoires. Sa vie fut un témoignage extraordinaire de la puissance de l'esprit humain, de la résilience face à l'inconnu et de la capacité à trouver sa place, son foyer, là où le destin nous mène. Son histoire, redécouverte et documentée par Éric Viennot et Marie Liblin,
reste l'une des énigmes linguistiques et humaines les plus fascinantes du XXe siècle. Elle nous interroge sur les profondeurs de l'inconscient, sur les liens invisibles qui nous unissent à notre passé et à des cultures lointaines, et sur la manière dont une langue peut être bien plus qu'un simple moyen de communication, un héritage, une identité, une âme. Marc Liblin, l'homme qui rêvait dans une langue inconnue, a trouvé sa vérité au bout du monde et a laissé derrière lui une histoire qui continue de résonner, un appel à l'exploration des mystères qui nous entourent et nous habitent. Son héritage perdure à Rapaïti, où le vieux Rapa, grâce à lui, est toujours parlé, chanté et enseigné, un vibrant hommage à l'homme qui, par la force de ses rêves, a sauvé une langue de l'oubli et a trouvé sa véritable maison au cœur du Pacifique. L'héritage de Marc Liblin ne se limite pas à la survie d'une langue ou à la documentation d'une culture. Il réside aussi dans la preuve tangible qu'un individu, armé d'une conviction inébranlable et d'une curiosité insatiable, peut transcender les frontières de la connaissance conventionnelle et redéfinir ce qui est possible. Son histoire est devenue une légende, non seulement à Rapaïti, mais aussi dans les cercles scientifiques et linguistiques du monde entier. Des chercheurs continuent d'étudier son cas, cherchant à comprendre les mécanismes neurologiques et psychologiques qui ont permis à un homme d'apprendre une langue complexe dans son sommeil. Des documentaristes ont retracé son parcours, des écrivains se sont inspirés de son aventure, et des artistes ont tenté de capturer l'essence de son mystère. Mais, au-delà de la fascination intellectuelle, l'histoire de Marc Liblin est avant tout une ode à la persévérance et à la découverte de soi. Elle nous enseigne que les appels les plus profonds de notre âme peuvent nous mener sur des chemins inattendus, loin des sentiers battus. Marc aurait pu ignorer ses rêves, les considérer comme une bizarrerie de l'esprit. Il aurait pu se résigner à une vie ordinaire dans les Vosges, étouffant cette voix intérieure qui le poussait vers l'inconnu. Mais il a choisi de suivre cette voie, de faire confiance à son intuition, même lorsque le monde entier le prenait pour un fou. Cette audace, cette foi en son propre mystère, est peut-être la leçon la plus précieuse de son existence. Son arrivée à Rapaïti n'était pas la fin de sa quête, mais le début d'une nouvelle phase, celle de la transmission et de l'enracinement. Il n'est pas venu en conquérant, mais en humble serviteur d'une langue et d'une culture qu'il sentait sienne, bien avant de les connaître. Il a su gagner le respect et l'amour des habitants de Rapaïti, non pas par sa science ou son origine, mais par son dévouement, sa sincérité et son profond respect pour leur mode de vie. Il a prouvé que l'intégration ne se fait pas par l'assimilation, mais par l'échange, le partage et la reconnaissance mutuelle. La mort de Marc Liblin en 1998 fut un deuil pour toute l'île. Il était devenu l'un des leurs, un Tupuna, ancêtre, par le cœur et par l'esprit. Sa tombe, face à l'océan, est un lieu de recueillement et de mémoire, un rappel constant de l'homme qui a lié deux mondes. Meretwini, sa femme, a continué son œuvre, veillant à ce que le vieux Rapa reste vivant, à ce que l'histoire de Marc soit transmise aux générations futures. Elle est devenue la gardienne de son héritage, la voix qui continue de raconter cette incroyable aventure. L'histoire de Marc Liblin est un rappel puissant de la richesse insoupçonnée de notre monde, de la diversité des cultures et des langues qui le composent. Elle nous invite à regarder au-delà des apparences, à écouter les murmures de l'inconnu, à embrasser les mystères qui nous entourent. Elle nous pousse à nous interroger sur la nature même de la connaissance, sur la manière dont nous apprenons, dont nous nous connectons au monde et à notre propre histoire. Est-ce que la mémoire collective d'un peuple peut se transmettre à travers les rêves? Est-ce que l'inconscient humain est un réservoir de savoirs ancestraux, un pont vers des civilisations oubliées? Marc Liblin n'a pas apporté toutes les réponses, mais il a posé les questions les plus fascinantes. Son parcours est une source d'inspiration pour tous ceux qui se sentent différents, qui portent en eux un secret
une passion inexpliquée. Il leur montre que cette singularité n'est pas une faiblesse, mais une force, une boussole intérieure qui peut les guider vers leur véritable destinée. Marc Liblin a trouvé sa place au bout du monde, non pas en fuyant sa réalité, mais en embrassant pleinement la sienne, celle d'un homme qui rêvait dans une langue inconnue et qui, par ce rêve, a trouvé son chemin vers une vie d'une richesse et d'une signification inouïe. Son histoire est un témoignage intemporel de la capacité humaine à se réinventer, à trouver un sens à l'absurde et à transformer un mystère personnel en un héritage universel. Et c'est ainsi que l'homme des Vosges, par la force de ses rêves, est devenu le gardien d'une langue et d'une culture, un pont vivant entre les continents et les époques, un symbole éternel de la quête de sens et de l'extraordinaire pouvoir de l'esprit humain. Son murmure, celui du vieux Rapa, continue de résonner, porté par les vents du Pacifique, invitant chacun de nous à écouter les voix de nos propres rêves